On me demande souvent si, pour écrire un livre, j'ai besoin de m'enfermer ou de faire quelque chose de spécial. En vérité, écrire un livre exige plus de discipline que d'inspiration. Et je dois reconnaître que j'ai eu beaucoup de mal à commencer. Celui-ci lorsque j'essaie de comprendre pourquoi. Plusieurs réponses me viennent à l'esprit. La première, c'est que cet ouvrage traite d'un sujet complexe. Parler de la douleur n'a jamais été facile. La seconde, c'est que les recherches sur lesquelles s'appuie ce livre sont difficiles à traduire en termes simples. Ce souci de simplification a toujours été mon objectif primordial. A toujours été pour chacune de mes publications. Ainsi, les résultats des recherches ont-ils passé un certain temps dans ma tête avant de pouvoir devenir clair. Un troisième aspect, tout aussi important, c'est qu'émotionnellement, cette année n'a pas été une année facile, ni pour moi, ni pour mon pays. Et les situations que j'ai dû affronter m'ont empêché d'avoir cette discipline nécessaire pour m'enfermer et écrire ce livre. J'ai toujours pensé que mes livres ne devraient pas nécessairement être classés dans la rubrique développement personnel, car ils sont le résultat d'enquêtes et pas nécessairement une illumination personnelle, qu'évidemment je crois pas avoir. Cependant, je ne peux m'empêcher d'observer et de penser que les gens qui ont manipulé et dénigré le concept de développement personnel sont des personnes probablement très orgueilleuses, qui prétendent avoir et savoir aider les autres. Je crois profondément que nous avons tous, sans exception, besoin d'être aidés. Ma vie, et si un livre, aussi mauvais soit-il, contient une seule ligne qui permette à n'importe quel être humain de se rendre compte à quelque chose qu'il avait pas perçu avant, alors ce livre est sans aucun doute un sens et a valu la peine de grands efforts que son auteur a fourni pour écrire. Bienvenue, douleur. C'est un titre qui sonne bizarrement ou qui paraît étrange, paradoxalement contradictoire. Il peut même s'avérer agressif pour beaucoup d'entre nous, surtout dans le cadre d'une société que nous avons tous contribué à construire, une société qui génère l'illusion, trompeuse évidemment, d'avoir vaincu la douleur. Nous en trouvons un exemple dans les progrès de la médecine qui cherchent à nous montrer que les traitements et des médicaments apparaissent chaque jour et une fréquence de plus en plus rapide pour que rien ne nous fasse plus souffrir. D'un point de vue émotionnel, nous avons par ailleurs inventé les conduites, les rituels, les stratégies, les fuites qui nous font sentir que nous pouvons nous arracher à la douleur et que, d'une manière ou d'une autre, nous arrivons à lui échapper. Pourquoi écrire alors un livre qui s'intitule « Bienvenue douleur ». Un Argentin m'a dit un jour que si j'avais choisi ce titre, c'est que je n'avais jamais connu la douleur, sinon je... C'est que je n'avais jamais connu la douleur. Nous en trouvons un exemple
dans le progrès de la médecine, qui cherche à nous montrer que les traitements et les médicaments apparaissent chaque jour et à une fréquence de plus en plus rapide, pour que rien ne nous fasse plus souffrir. D'un point de vue émotionnel, nous avons par ailleurs inventé les conduites, des rituels, des stratégies, des fuites qui nous font sentir que nous pouvons nous arracher à la douleur et que, d'une manière ou d'une autre, nous arrivons à lui échapper. Pourquoi écrire un livre qui s'intitule « Bienvenue douleur ». Un Argentin m'a dit un jour que si j'avais choisi ce titre, c'est que je n'avais jamais connu la douleur. Sinon, je n'aurais pas donné ce titre à mon livre. Il avait clairement tort. La plupart d'entre vous me connaissent déjà. Mais aux autres, je dois dire que comme beaucoup, je n'ai pas eu la vie facile. C'est pourquoi j'ai décidé d'entreprendre cette recherche et de réfléchir sur les bénéfices que nous tirons à regarder la douleur, à la toucher, à la recevoir comme un colis qui arrive sans que nous l'attendions, mais dans lequel si nous sommes disposés à l'ouvrir, nous trouverons des centaines de cadeaux et d'opportunités pour devenir des personnes meilleures. Bienvenue douleur est une invitation à s'engager sur le chemin qui nous met face à ce qu'il y a de plus fragile, mais aussi le plus puissant en nous face à nos faiblesses et à nos forces, à nos volontés et à nos misères. Un chemin qui nous apprend que l'arrivée de la douleur est inévitable, mais que le choix de la souffrance dépend entièrement de nous. Mais ne vous méprenez pas. Ce livre est une invitation joyeuse qui vous fera probablement découvrir certains aspects que notre fonctionnement personnel et social, que j'espère démêler avec beaucoup d'amour et d'émotion. Je voudrais vous transmettre toute l'information dont ma petite personne est capable pour que vous trouviez peut-être dans ces lignes une lumière, une réflexion. Une réflexion ou un exemple qui vous permette de vous approcher de vos peurs, de vos fragilités, du plus beau et du plus obscur de vous-même. Pardon. Je souhaite que vous m'accompagniez sur ce sentier qui se nomme Bienvenue douleur. Bienvenue douleur. Nous allons nous arrêter en différentes étapes ou chapitres où il sera question du bonheur. Les émotions, du cancer, de la mort et d'autres formes de séparation pour atteindre la dernière étape dans laquelle, je l'espère, nous aurons atténué la peur, une résistance, une défense pour qu'ensemble nous soyons tous capables de dire avec conviction, et même si cela paraît étrange, une joie, bienvenue douleur. Le bonheur, une valeur évidemment recherchée. Les dernières années, j'ai été invité à donner des conférences sur le thème de la qualité de la vie dans plusieurs pays d'Amérique latine. J'ai pu ainsi me demander quelles étaient les conditions requises pour accéder à l'idée du bonheur. Le dernier pays
dans lequel j'ai réalisé cette étude fut le Chili. Lorsque l'on veut savoir pourquoi, en étant chilienne, je n'ai pas commencé par mon propre pays. Je réponds que le bonheur est un sujet qui nous préoccupe depuis peu de temps dans les régions les plus australes de l'Amérique du Sud, Argentine, Chili, Uruguay. Le sud du Brésil, alors que c'est une question déjà ancienne dans les pays d'Amérique centrale comme dans le reste du monde hispanique. J'ai décidé de mener cette recherche au Chili après une conversation avec ma petite grand-mère. Qui a aujourd'hui 95 ans. Elle est une des personnes que j'aime et que j'admire le plus au monde. Dans notre discussion, elle se disait vraiment préoccupée par la génération des personnes de 40 ans et moins. Selon elle, cette génération chez les Chiliens, mais aussi chez les habitants de tous les pays étudiés, possède aujourd'hui tout ce qu'elle, même étant jeune, aurait aimé avoir pour rendre la vie plus confortable. Elle pensait aussi bien à une bouilloire électrique qu'à un remède pour guérir le cancer. Elle se demandait pourquoi, malgré ces choses faites pour nous faciliter la vie, elle voyait plus de gens de sa propre génération rire aux éclats que les gens de la nôtre. Cette réflexion m'amène à m'interroger sur la fréquence du rire, si divers et si hétérogène dans le monde hispanique. D'ailleurs, avant même de commencer ma recherche sur le bonheur, j'avais le sentiment que dans mon pays, nous rions très peu. Cette étude au Chili m'a pris 2 ans et demi et à peu près le même temps que la révision et la validation de mon enquête. Dans l'ensemble des autres pays, elle a porté sur des personnes âgées de 5 à 90 ans, issues de différents milieux socio-économiques et des représentants de minorités, tant ethniques que sexuelles, ayant généreusement accepté d'y participer. Quand j'essaie de répondre à la question de ma petite grand-mère, je découvre avec étonnement, surprise et curiosité un phénomène social qui, pour une raison donnée, dans chaque pays, nous fait valoriser, respecter et considérer les gens de mauvais caractère comme étant des personnes mûres, fortes, fiables, crédibles, solides, respectables. Ces gens ont au sourcil foncé, qui ne sourit jamais, atteints de bruxisme, grincement des dents, sont des gens étrangement considérés dans certains pays comme des modèles de référence intellectuels, sociaux et affectifs. En revanche, l'autre, celui qui a une attitude affective positive, un visage détendu, affable et souriant, indépendamment des problèmes qu'il est peut-être en train de vivre, cette personne qui motive les autres, qui vous dit toujours que tout ira pour le mieux, qui remonte le moral à tout le monde et qui se montre cordial avec chacun. Cette personne aurait besoin, pense-t-on, d'une bonne thérapie ou
d'une quelconque assistance psychologique. Ces êtres est considéré la plupart du temps comme immature, frivole, voire un peu léger intellectuellement. Tout le réprimande en lui demandant instantanément de mûrir, puisque la vie n'est pas une fête et qu'on attend de lui ou d'elle qu'il ait enfin la tête sur les épaules. Comme on dit au Chili, pour exprimer ce désir social d'arrêter de rire en permanence et d'adopter enfin une posture plus sérieuse et plus conforme à celle qu'on attend d'un adulte. Une fois qu'on a les yeux ouverts sur cette réalité, des contradictions flagrantes nous apparaissent. J'ai constaté par exemple que les professeurs dans les écoles ou dans les collèges sanctionnent les enfants dès l'âge de 5 ans pour un fou rire, alors qu'ils ne sanctionnent pas nécessairement ceux qui se disputent ou se battent. Il semblerait que l'on tienne le rire pour un manque de contrôle de soi, tandis que la bagarre ou l'agressivité sont considérées comme normales dans le développement d'un enfant. Et il en va de même au travail, dans les relations avec la direction, comme entre collègues de bureau. Une personne positive et gaie, qui n'est pas guignarde, mais au contraire cordiale, travaillerait moins et serait donc moins productive qu'une personne au visage crispé et sérieux derrière son poste de travail, en se rendant compte que, dans beaucoup de pays, nous continuons à confirmer l'adage « Le rire abonde dans la bouche des imbéciles ». Je commence à comprendre avec étonnement la question de ma grand-mère. Les bonnes choses durent peu. Pour l'un, le protocole que j'ai mis en place lors de cette recherche, j'ai réuni un groupe de 10 personnes auxquelles je demandais de discuter intensément et même de s'enflammer au point d'en finir aux mains. Et un second groupe de 10 autres personnes qui, sans être prévenus, en marchant dans la rue, devaient rencontrer le premier groupe lorsque j'ai questionné ce qui marchait sur ce qu'ils avaient ressenti en voyant l'autre groupe se disputer vivement. Plus de 80% m'ont répondu qu'il ne s'était rien passé d'extraordinaire, que ce qu'ils avaient vu était fréquent, qu'ils avaient eu peur, mais qu'en aucun cas ils ne seraient intervenus pour régler le conflit ou participer des belligérants, et qu'ils voulaient partir en espérant que personne ne serait blessé. Quant à l'inverse, ils ont croisé le même groupe, mais riant à gorge déployée, de ces rires qui font tressaillir 8 des 10 observateurs m'ont dit qu'il s'agissait de personnes ivres ou droguées, ce qui m'a énormément surpris. Voilà un indicateur qui montre que nous acceptons plus volontiers la rage que le rire. La rage que le rire, et que ce dernier n'est pas provoqué une joie intérieure, mais par des facteurs externes tels que l'alcool ou la drogue. C'est un peu ce qui arrive avec les adolescents qui pensent qu'ils ne peuvent pas rire aux éclats s'ils n'ont pas d'alcool ou d'autres substances dans le corps. Les fêtes
où les sorties sans alcool ne présentent aucun intérêt. De plus, selon nos préjugés, c'est très mal élevé de rire fort, ce qui explique que nous ayons pris l'habitude de rire en serrant les fesses pour paraître élégants, mûrs et sages. Lorsque j'ai demandé au second groupe ce qu'ils avaient ressenti en croisant ces gens qui riaient si fort, 75,8% ont répondu que ça les avait mis en colère. Oui, je dis bien en colère, car ils étaient dans un état qui dépassait l'énervement. Ils ont aussi manifesté leur désir d'intervenir pour qu'ils rient moins fort ou s'arrêtent de rire, tout simplement. Donc, quand j'ai constaté que les personnes qu'ils ont une conduite positive, souriante, aimable et disponible, suscitaient dans certains pays, particulièrement dans le mien, une certaine tension sociale. J'en suis venu à me demander comment ces personnes saines et enjouées pouvaient continuer à vivre dans nos pays. La réponse est simple et évidente. La vérité, c'est qu'il est très difficile pour une personne aussi affable de vivre dans un pays comme le Chili, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui, à un moment ou un autre, sous couvert de réalisme et non de pessimiste, tentera de le faire littéralement descendre de son nuage pour qu'elle cesse d'être rêveuse. Lorsque j'ai essayé de comprendre comment cette personne réaliste s'y prenait pour ramener à la réalité la personne heureuse, il est apparu qu'il suffit de lui faire sentir que si elle est heureuse, quelle qu'en soit la raison, il faut qu'elle profite de ce bonheur, parce qu'il ne durera pas. Dans mon étude, j'ai appelé ce mécanisme l'anticipation des malheurs. Cette formule du rabat-joie est un outil universel qui a surpris, entre autres, mes interlocuteurs guatémaltèques pour l'efficacité avec laquelle il y a fonctionné au Chili. J'ai eu de nombreux exemples. Si je dis que je suis amoureuse, c'est forcément que je le suis depuis peu. Et il y aura toujours quelqu'un pour m'avertir, parfois avec douceur. Profites-en, c'est le meilleur moment. Quel dommage qu'il soit si court, mais c'est comme ça. Tant que ça dure, amuse-toi. Quand une femme annonce qu'elle est enceinte, c'est étrangement le moment où on lui raconte les pires anecdotes sur les grossesses difficiles et les accouchements compliqués. Il ne manque jamais une amie qui, avec beaucoup d'affection, commence à nous raconter Gloria a eu un bébé dont le cordon ombilical s'est entouré autour de son cou. Il a failli mourir. La tension de la mère était montée à 25. Enfin, grâce à Dieu, le bébé est né. Mais toi, tu te sens bien, n'est-ce pas? Par exemple, caractéristique. Si un célibataire se montre heureux, c'est précisément pour cela, parce qu'il est célibataire, ou s'il, en tant que mère adolescente, je dis que je prends du plaisir avec eux, que nous n'avons aucun conflit majeur. On va aussitôt me demander l'âge de mes enfants, et lorsque j'ai jamais répondu que la plus jeune a 17 ans, ces réalistes affirmeront mûrement, sûrement, ce n'est pas que le début, tu vas voir. Et puis, je peux vous donner encore l'exemple curieux d'un événement sociétal qui a lieu dans mon pays et qui existe aussi, quoique de manière plus simple, en Argentine.
Il s'agit de l'habitude de célébrer, le fait d'avoir survécu à la traversée du mois d'août, en plein cœur de l'hiver en Amérique du Sud. C'est un classique du journal télévisé de 20 heures. Après une information tragique, comme un tremblement de terre quelque part dans le monde, surgit un journaliste, généralement posté dans une maison de retraite, qui demande aux personnes âgées quel a été leur secret pour passer les mois d'hiver sans problème majeur. Il y a une raison historique à cette question, c'est que le mois d'août, au moins dans les pays de l'hémisphère sud, est un mois de grande instabilité climatique, durant lequel les gens les plus faibles tombent malades et souvent décèdent. Cependant, le plus cocasse dans cet exemple n'est pas tant l'explication du pourquoi on célèbre la traversée d'août de la réponse. La traversée d'août que la réponse fournie par la plupart des personnes âgées. Cette année, 60% des interviewés ont répondu qui passe le mois d'août meurt en septembre. Décidément, s'il est déjà bizarre de célébrer la fin d'un mois difficile, ce ne l'est-il pas davantage encore de supporter le malheur arrivera le mois suivant. Il y a toujours en arrière-fond de cette réaction la sensation que les bonnes choses durent peu. Dans certains pays, on dit tel qui rit vendredi, dimanche pleurera, pour faire sentir que si nous nous amusons aujourd'hui, si nous en profitons, nous devrons le payer avec de la douleur demain. Aussi, nous tendons inconsciemment à réprimer les moments de plaisir pour éviter de souffrir. Plus tard, je crois que une des raisons qui permettent d'expliquer cette attitude repose sur la tradition catholique de nos sociétés. En effet, la résurrection n'apparaissait-elle pas anciennement comme une promesse de bonheur face à la vallée des larmes que nous devons traverser sur terre? Par conséquent, le moment de joie, évidemment, à condition qu'il s'achève et qu'il faille le payer. Il y a des phrases que nous utilisons tous les jours qui nous entendent ce mécanisme. Par exemple, le pain brûle à la porte du four. Si quelqu'un te propose un travail, n'en parle pas, ça porte malheur. Si tu es enceinte, ne le dis pas avant le 4e mois. Tu peux perdre ton bébé. Les femmes ne doivent jamais poser leur sac au sol, sinon l'argent s'en va. Ne te réjouis pas trop vite. Ainsi, si tu échoues, tu ne seras pas triste. Et si tu réussis, tu seras content. Et peut-être le pire de tous les dictons, car c'est sur lui que repose la précarité de la santé mentale dans beaucoup de nos pays, et particulièrement le mien. Au cœur de la confiance règne le danger. Vous avez sans doute souri en lisant ces phrases, mais à bien y réfléchir, ce mécanisme anticipateur des malheurs si fréquents dans notre fonctionnement social entraîne au moins 3 conséquences graves dans l'idée que nous nous faisons du bonheur possible. D'abord, quand un pays met en pratique ce mécanisme social qui prédit continuellement les échecs et les dangers plus que les réussites, les gens prennent l'habitude de parler davantage de choses négatives que de choses positives. Et le ton émotionnel
des conversations est toujours celui de la plainte. À quoi bon raconter que je vais acheter telle voiture si quelqu'un arrive aussitôt pour me dire précisément que la marque que j'ai choisie consomme beaucoup plus d'essence, ou encore que pour me demander « As-tu une voiture neuve ?» Mais que s'est-il donc passé avec l'ancienne? Tu as eu un accident. Enfin, de vérifier ce mode de comportement si répandu, je vous invite à faire l'exercice suivant. Lorsque quelqu'un vous demande de vos nouvelles, répondez-lui « Je vais très bien » et vous observerez avec surprise que la conversation s'achève aussitôt. Si, en revanche, vous racontez que vous avez un problème ou que vous répondez plus ou moins, vous vous apercevrez qu'il y a une matière à parler pendant un bon moment et vous vous sentirez compris par l'autre. Dans différents pays où j'ai enquêté, vous tomberez facilement sur quelqu'un qui, lorsque vous lui dites que vous allez très bien et que vous êtes content, insistera en vous posant toutes sortes de questions, ou même en évidence ce qui cloche. Et comme personne n'a une vie parfaite, la conversation s'animera et tournera autour de ce qui ne va pas. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il en coûte tant dans certains pays de parler de ses projets personnels, car il suffit que l'on ait l'idée de lancer une activité ou d'entreprendre dans quelque domaine que ce soit, pour que surgissent plusieurs de ces êtres très intelligents qui, avec beaucoup de sagesse, vous disent que ça ne marchera pas. La seconde conséquence de ce mécanisme, c'est que dans les pays où cet art d'anticiper le malheur est pratiqué, les gens ont de grandes difficultés à rêver. En général, les comportements sociaux tendent paradoxalement à la résignation, à la non-illusion, pour ne pas souffrir. Je dis paradoxalement parce que je crois qu'il n'y a rien de plus déprimant en soi, ni de pire pour un pays que de perdre sa capacité à rêver, et d'espérer étrangement, comme dans les oracles grecs, la souffrance que l'on essaie d'éviter se produit de toute façon, car la disparition de l'espoir s'accompagne de la perte de la joie, de l'enthousiasme pour la vie. Dans le cadre de ce concept, de cette structure mentale où l'on ne risque plus à rêver, même si la réalisation du rêve est fugace, ou que le rêve est impossible. Les personnes préfèrent ne pas aimer, ne pas donner le meilleur d'elles-mêmes, et se résignent à ne pas grandir ni évoluer. Troisième conséquence, l'application individuelle et sociale de ce mécanisme contribue à l'idée que si les bonnes choses s'achèvent ou durent peu, c'est parce qu'ainsi va la vie, et non parce que j'ai moi-même fait quelque chose pour produire ce résultat. Cela vous conduit à l'analyse de nos centres de contrôle, ces zones où nous situons les causes de nos actes. Depuis que nous sommes petits, nous avons placé notre centre de contrôle hors de nous, et ce qui fait que nous ne sommes jamais responsables de ce qui nous arrive.
C'est notre second talent national. C'est notre second talent national. Le premier étant l'anticipation des malheurs. Je peux vous en donner de nombreux exemples. Nous disons que les objets tombent et non que quelqu'un les a lancés, jetés ou renversés. Nous disons que si les enfants ont de mauvaises notes, c'est parce que les professeurs sont trop exigeants. Alors que les bonnes notes révèlent bien sûr du seul mérite personnel. En voiture, nous disons que quelqu'un nous est rentré dedans, mais jamais que nous avons provoqué l'accident par quelques actions irresponsables, même si l'accident s'est produit parce que nous étions ivres. Nous considérons l'état d'ivresse comme une circonstance atténuante, voire déculpabilisante. Si nous arrivons en retard quelque part, c'est généralement à cause des embouteillages, et non parce que nous appartenons à la grande masse de citadins qui, au moment où le réveil sonne, se disent encore 5 petites minutes, ou simplement parce que nous allons mal organiser notre agenda. Supposer que les bonnes choses durent peu et adopter par conséquence ces mécanismes anticipateurs des malheurs est l'une des principales causes d'affaiblissement de la volonté et de l'effort. Or, la volonté et l'effort sont bien les seules sources qui nous permettent de maintenir et de renforcer les aspects positifs de la vie. Manque de visibilisation et de personnification. Avec ce mécanisme anticipateur de fatalité, apparaissent 2 autres comportements sociaux, malheureusement en augmentation croissante. Si ils s'observent principalement dans les grandes villes et sont directement liés à la difficulté de profiter et de faire confiance à ce qui est simple et quotidien. J'ai appelé le premier comportement manque de visibilisation sociale. Il signifie que progressivement, nous voyons de moins en moins de gens et nous acceptons que beaucoup de personnes que nous croisons quotidiennement soient littéralement invisibles à nos yeux. Ce sont des personnes qui font partie de notre environnement quotidien et avec lequel nous interagissons, mais que paradoxalement, nous ne voyons pas, et même si est difficile de le dire parce que nous n'avons pas besoin d'elles, il semblerait que dans un monde si évolutionniste, si évolutionné et accéléré comme celui que nous avons construit, nous visibilisons quelqu'un uniquement lorsqu'il nous est utile, et que ce soit pour nous protéger ou par quelque nécessité sociale. Les personnes invisibles, il y en a beaucoup, par exemple, les dames et les messieurs qui nettoient les centres commerciaux ou les bureaux avec leurs chariots. Ces dames m'ont raconté qu'elles s'étaient habituées à travailler en regardant le sol, car elles étaient tellement angoissées de regarder les gens en face sans que personne ne leur dise bonjour, qu'elles étaient habituées à faire leur travail tête baissée. Je
doit admettre cependant que cette habitude de ne pas voir ces dames n'est pas présente dans tout le monde hispanique. Dans les pays comme la Colombie, l'Équateur, le Guatemala ou le Salvador, les femmes ont toujours salué et même leur travail est reconnu par un petit mot. Alors que nous, latino-américains, montrons tant d'emphase et de rage lorsque nous référons au concept d'égalité sociale. Nous semblons incapables de comprendre que si je vais dans ce centre commercial, c'est en grande partie grâce à cette femme, car c'est grâce à elle que ce lieu est propre et agréable. Cependant, dans de nombreux endroits, cette dame nous dérange sur notre passage et nous l'évitons littéralement, alors que dans d'autres lieux, on la salue et on lui dit quelque chose d'amusant, sans que ce geste ne coûte ni temps ni argent, bref, ça coûte rien. À l'instar de ces femmes, j'ai rencontré tout au long de mon étude de nombreuses personnes invisibles, tels les guichetiers des péages, les serveurs dans les cocktails, les jardiniers, etc. Cependant, pour pouvoir faire une bonne analyse, j'avais besoin de rencontrer un pôle social que l'on retrouve partout, qui ne dépendrait pas d'un niveau de socio-économique particulier et auprès de qui je pourrais facilement enquêter. C'est pourquoi j'ai finalement choisi les gardiens, les différents lieux, les gardiens de supermarchés, de pharmacies ou de banques. Par exemple, quand nous faisons l'effort de voir, nous trouvons toujours un gardien, parce qu'il y en a toujours un quelque part, et nous regardons à gauche et à droite. Quand je me suis adressé à ces gardiens pour savoir combien de personnes je voyais, et leur disais bonjour au cours d'une journée de travail de 8 à 9 heures, ils m'ont répondu qu'en moyenne, au Chili, il y en avait 4. Lorsque j'ai voulu affirmer mon enquête et savoir combien de personnes établissaient un contact visuel avec eux et leur adresser en plus un sourire, ils m'ont répondu avec une pudique tendresse qu'il y en avait à peine 2. Je me suis demandé comment cet homme pouvait rentrer chez lui et être tendre avec sa femme et avec ses enfants, s'il avait été affecté et faire son travail 9 heures durant, dans un milieu où personne ne l'avait vu. La réponse me paraît évidente. Cet homme ne peut pas être affectueux avec sa famille. Or, lorsque cet homme n'est affectueux ni avec sa femme, ni avec ses enfants, parce que je ne l'ai pas salué, moi, Pilar Sordo, je suis responsable de sa violence. Je suis complice de sa mauvaise humeur. Mais en rendant responsable la société, le système, la routine ou le stress, mais quand nous disons ces mots, ne sommes-nous pas en train de nous décharger de notre responsabilité sociale en oubliant que nous sommes le système, que vous qui lisez ce livre, vous êtes le système que nous sommes, la société, et que vous qui m'accompagnez dans votre lecture, vous êtes aussi la société, et que tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes responsables de la joie et du moral d'un pays. En tant que citoyen,
J'ai le devoir de constitutionnel, même si cela paraît amusant, d'être aimable aujourd'hui et d'essayer, dans la mesure de mes possibilités et de ma volonté et de mes douleurs, de faciliter la vie de tous les êtres humains que je vais rencontrer. Aujourd'hui, je n'ai aucun droit, si vraiment j'aime mon pays, de compliquer, d'entraver ou d'aigrir la vie de quelqu'un à cause de mes problèmes personnels. La visibilisation se fonde sur un principe de base de l'être humain selon lequel l'autre doit être reconnu comme un égal et selon lequel je dois traiter et considérer tout un chacun comme j'aimerais que l'on me traite et que l'on me considère. La visibilisation reflète le respect le plus profond et la solidarité qu'un peuple doit avoir à l'égard de lui-même, parce que voir implique valider, connaître et même sourire à cet autre pour lui faire sentir que nous vivons ensemble une seconde vie, une seconde de la vie. À côté de ce manque de visibilisation, il existe un second phénomène qui, comme je l'ai mentionné au début, se manifeste non seulement dans les métropoles, mais surtout à plus ou moins grande échelle. Ce phénomène, je l'ai appelé manque de personnification sociale, expression qui signifie que nous sommes connus pour ce que nous faisons et non pour ce pour qui nous sommes. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, nous ne connaissons plus les noms des gens. Nous les connaissons pour être le professeur de mathématiques de nos enfants, le concierge de notre immeuble, le jardinier, l'infirmière, le médecin de l'hôpital. J'emploierai l'employé qui travaille dans telle ou telle entreprise, le banquier, le gardien, la femme de ménage ou le dépanneur, etc. Ne pas connaître le nom des personnes avec qui nous partageons notre quotidien altère profondément les lieux de confiance avec un pays, car pour que je connaisse le nom de quelqu'un, il faut que je m'arrête, que je prenne au moins quelques secondes pour saisir son visage, que je le regarde dans les yeux, lui souris et lui livre un peu de mon propre visage. À l'époque où je réalisais mon enquête, un ouvrier est venu changer un rideau chez moi. Lorsqu'il est arrivé, je lui ai demandé comment il s'appelait. Il m'a répondu Georges et je lui ai dit Pilar. Avant de commencer son travail, Monsieur Georges s'est arrêté pour me dire, très ému, ce qui m'a semblé étrange, qu'il ait été surpris que je lui demande son nom, car il a toujours été le monsieur des rideaux. Quand j'arrive chez les clients, ils disent « le monsieur des rideaux est arrivé ». Et lorsque je pars, le monsieur des rideaux s'en va pour évaluer mon travail. La question est souvent l'installation est-elle bien faite? Cette pratique dépersonnalisante qui consiste à ne pas appeler l'autre par son nom et, ce qui est le pire, de s'intéresser à lui uniquement que lorsque nous avons une réclamation à faire sur le but, par exemple, de se plaindre d'un employé et à ses supérieurs. Révèle la matière dont nous vivons et montre comment, bien souvent, l'urgent prend le pas sur l'essentiel.
Cette habitude n'est pas la même dans tous les pays. Je dois reconnaître qu'en Argentine, au Pérou, en Colombie, entre autres, les gens ont tendance à être plus personnificateurs et visibilisateurs qu'ailleurs. En ce sens, le Chili, avec quelques régions du Pérou, semble être l'un des rares pays du monde hispanique où les gens ne se saluent pas dans l'escalier et évitent tout contact visuel. Ils adoptent une attitude stupide qui tiennent les autres à distance et freinent par exemple d'avoir reçu un message sur leur portable alors qu'ils savent perpétuellement qu'aucun signal ne passe. Au fil de mon enquête, j'ai emprunté de nombreux ascenseurs. J'en ai pris un à Santiago, un lundi en plein hiver à 8h20 du matin. Nous étions environ 15 personnes à l'intérieur. En entrant, j'ai dit à haute voix et d'un ton franc et chaleureux « Bonjour ». Personne ne m'a répondu. J'ai juste entendu un bruit guttural au fond de l'ascenseur, ce qui m'a fait m'exclamer. C'est la première fois que je prends un ascenseur en compagnie de sourds-muets. Je ne savais pas que dans cet immeuble, il y avait un centre de rééducation du langage. Comme vous, peut-être, en ce moment, certains ont esquissé un sourire. Et j'ai fait alors le commentaire suivant. Vous m'entendez? Et puisque vous m'entendez, pourquoi n'avez-vous pas répondu à mon bonjour? Parmi la quinzaine de personnes qui étaient dans l'ascenseur, il y avait un des personnages dont j'ai parlé au début du livre, celui aux sourcils froncés, toujours de mauvaise humeur, et que nous tenons pour intelligent et responsable. En outre, au Chili, ce personnage a deux prétentions. La première, c'est de parler de manière compliquée. Il utilise des mots les plus recherchés, les plus intelligents possibles, dans le but de prouver qu'il est cultivé et que si les gens ne le comprennent pas, ce n'est pas son problème, car c'est aux autres de s'élever à son niveau. La seconde prétention de ce personnage, c'est qu'en parlant du Chili, il doit critiquer en se référant à ce pays et non à son ou à notre pays, installant ainsi une distance entre lui et le reste de la population. Ce personnage, qui est donc présent dans l'ascenseur, me réplique très sérieusement. Le Chili est timoré, face à quoi je lui demande « Es-tu étranger ?» Et il me répond très surpris « Non, je suis chilien. » Je lui dis alors en souriant « Nous les Chiliens, nous sommes timorés. » Et lui, tout en souriant, me répond dubitablement « Tu as raison, nous les Chiliens, nous sommes timorés. » Après avoir un peu détendu l'atmosphère, je lui raconte que je suis d'accord avec son diagnostic et je lui demande quel peut être, selon lui, le remède. Que devons-nous faire ensemble pour changer cette situation? Il me répond c'est un problème complexe d'ordre culturel, politique, historique. Je souris et après avoir considéré la profondeur de son propos, je lui demande, à lui comme à tous ceux qui étaient dans l'ascenseur, de m'accompagner jusqu'au dernier étage, en respectant tous les arrêts, puis de redescendre au rez-de-chaussée, afin que j'aie le temps de leur montrer à quel point il est facile de changer cette dynamique. Tous acceptent de m'adresser alors à une des femmes. Si, en rentrant dans l'ascenseur, je regarde, je t'observe,
Je remarque que tu portes un manteau, un sac, une veste violet foncé. Puis, si je te dis que cette couleur te va bien et que tu es très belle, ainsi il est certain que que ce commentaire ne résoudra ni le problème économique, ni les difficultés sentimentales. Cependant, je suis sûr qu'en sortant de l'ascenseur, tu te sentiras plus jolie et tu arriveras sans doute sur ton lieu de travail en pensant qu'une folle de l'ascenseur vient de te dire qu'elle te trouvait belle. Probablement, une femme me consacrera ensuite 5 minutes au début et 5 minutes à la fin de sa journée de travail, car lorsqu'elle retirera son manteau, elle dira à son collègue dans l'ascenseur: une folle m'a dit que mon manteau m'allait bien, et elle se rappellera encore de cette folle lorsqu'elle remettra son manteau. J'ai conclu en disant à tous: si ce simple compliment ne signifie pas changer un lien social à peu de frais et en peu de temps, alors expliquez-moi que à ce moment-là, le monsieur cultivé de l'ascenseur semble surpris et me confirme: certes, Pilar, cela me paraît envisageable. Évidemment, il ne paraît pas me dire tout simplement c'est possible. En vérité, je pense qu'il est facile de changer un lien social et de le faire quotidiennement. Dans tous les pays où j'ai enquêté, nous trouvons le problème politique, sociaux, économique, etc., que nous essayons tous de résoudre. Mais dans certains pays, plus que dans d'autres, le sens de l'humour, une manière d'être qui facilite les choses, le fait de visibiliser et de personnifier les autres, et en général l'attitude que chaque peuple adopte face au quotidien, tous les facteurs nous aident à vivre le problème d'une manière différente. Il est agréable de voir comment la cordialité, l'amabilité, la disponibilité vis-à-vis de l'autre et le sens de l'humour permettent, dans certains pays, même ceux qui ont du mal à sortir du sous-développement, d'avoir une meilleure perception de la vie, du bonheur et de la jouissance des choses simples. Par exemple, les Chiliens et les étrangers qui sont en train de me lire s'accorderont avec moi sur le fait que le Chili est reconnu à l'extérieur comme un pays efficace dans lequel il y a peu de corruption, où l'ordre règne et où les choses sont bien faites. Cependant, à côté de ces caractères et de beaucoup d'autres encore, ils me rendent fier du pays où je suis né. Je ne peux m'empêcher d'observer qu'il nous manque la joie, les éclats de rire, la capacité et la nécessité de remercier tous les jours pour ce que nous avons. Bien souvent, rien ne sert d'être étiqueté. Bon élève, si nous n'éprouvons pas le plaisir d'étudier et d'apprendre, d'autres pays doivent travailler à améliorer leur capacité d'organisation, à réduire la corruption, à développer l'éducation et la santé. Mais cette étude m'a convaincu que nous devons tous, à chacun d'entre nous, travailler nos faiblesses et assumant le fait que nous sommes tous conjointement responsables du pays dans lequel nous vivons et donc les problèmes que nous rencontrons chaque jour et leurs solutions respectives.
pour analyser toutes les véritables socio-culturels propres à chaque pays et qui sont les obstacles à la jouissance du quotidien, je commence à me demander quelles seraient alors les conditions requises pour s'ouvrir au bonheur. Vous vous êtes rendu compte que le titre de ce chapitre, Le bonheur avec valeur évidemment recherché, fait allusion au bonheur comme un but auquel nous aspirons. Dans cette phrase est peut-être résumée la plus grande erreur liée à ce concept. C'est pourquoi, avant de vous transmettre les résultats de la recherche sur les conditions qui permettent d'être heureux, je dois vous expliquer clairement le concept de bonheur que j'utilise dans cette étude.